a le quorum. On a le quorum assis. Merci. Ah oui, bien sûr. Oui, je fais partie, moi aussi, du quorum, non? Je sais jamais. Donc on est bon? On est bon? Merci Valérie. Ouais. Comment s'allume ce micro? Est-ce que ce micro est allumé parfaitement? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce conseil d'arrondissement, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et tous. Pour commencer, je vais appeler le Benjamin de notre Assemblée Ludovic Pernet à faire l'appel des présents. Merci Madame la maire, bonsoir à toutes et à tous. Abour Micheline, Berland Yvon, Canicave Joël, Collard Frédéric, Dénia Salon Rosette, Fortin Olivia. Présent. Il manque Madame Amsalem a priori dans votre appel. Jouve Cédric, Lémery Pierre, Masson Juliette, Éric Méry, Moraine Yves, Pernet Ludovic, Richard Donat, Ballard Michel, Venton Elisabeth, Amsalem Marie-Hélène, Pantalacci Bonafou Jean-Marc, Casanova Gavino Daniel, D'Agostino Alexandra, El Rarbay Didier, Hugon Christophe, Juste Christine, Luçon Baptiste, Meillac Anne, Méric Xavier, Mounienne Lourdes, Mounien, Pila Catherine, Roch Sylvie, Roch Sophie, Tessier Nathalie, Vincent Cyprien, Benaroche Pierre, Brambilla Véronique, Secaldi Pierre, Delage Pauline, Ferreroli, Inchiapia Lucas, Locine Isabelle, Maranda Bernard, Ménétrier Olivier, Michaud Marie, Perenchio Elliot, Preciosi Nora, Rupnik Alexandre, Vassal Martine et Madame Zouagui Serena. Je vous remercie. Merci Monsieur Pernet pour cet appel dans un ordre créatif. Avant de démarrer, je vais vous proposer que nous puissions approuver ensemble le procès-verbal de notre précédente séance. Y a-t-il des demandes de rectification sur ce procès-verbal ? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal est adopté. Chers collègues, avant d'entrer dans l'ordre du jour de ce conseil, j'aimerais revenir, si vous me le permettez, sur quelques moments forts qui ont marqué notre secteur ces dernières semaines. Notre secteur change petit à petit, il reprend des couleurs, de nouveaux équipements sont livrés et la ville met les moyens pour que chacun, chacune puisse y accéder et en profiter. À travers cela, évidemment, ce sont nos quartiers qui revivent, les liens entre les habitants qui se recréent, nous nous en réjouissons. Alors, sans tout énumérer, juste pour qu'on puisse garder cela en tête, nous avons fêté récemment le 100 millième visiteur au musée d'art contemporain. Nous avons pu organiser récemment des fêtes de quartier à Bonneveine, à Vauban. Ça a été l'occasion de recréer des liens forts et de passer de bons moments avec les habitants. Et puis aussi l'occasion d'inaugurer ce nouveau parc, celui des Sœurs franciscaines. Et ce week-end, l'équipement du stade Julien Baudon qui a été rénové. Et après l'inauguration la semaine dernière de la Marina Olympique, nous avons pu accueillir plus de 10 000 personnes pour venir s'emparer de ce nouvel équipement. Aujourd'hui, je vous l'annonce, c'est le démarrage des travaux place de l'Honnêteté. Et donc, en plus de cela, préparez-vous, puisque maintenant, dans 3 semaines, la flamme va arriver à Marseille. Nous aurons la chance de l'accueillir dans notre secteur, notamment à Notre-Dame-de-la-Garde, au Parc Borély et au Stade Vélodrome. Et dans 100 jours, tenez-vous prêts aussi, le début des Jeux Olympiques. Alors, avec les nombreux événements culturels qui nous attendent, nous allons avoir encore une fois une saison d'été absolument remplie. Et je tiens à remercier pour cela toutes celles et ceux qui contribuent par leur action à ce rayonnement. Les 20 rapports qui suivent, que nous allons présenter aujourd'hui, vont encore permettre de faire avancer et de faire rayonner notre secteur. Et je vous propose de les examiner dès à présent. Et pour cela, j'appelle le rapport numéro 1. Il s'agit du compte d'exécution budgétaire.
Et je vais pour cela laisser la parole à mon premier adjoint, Jean-Marc Pantalacci-Bonafou. Mais avant cela, comme le veut la loi, nous devons procéder à l'élection du président de séance, qui mettra au vote ensuite le vote d'exécution, la maire ne pouvant y prendre part. Y a-t-il des candidats pour présider cette séance? Monsieur Pantalacci-Bonafou, qui vote contre, qui s'abstient? Monsieur Pantalacci-Bonafou, vous êtes donc désormais le président de cette séance sur le compte d'exécution. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure. Merci, Madame la maire. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, comme chaque année, le Conseil d'arrondissement doit adopter le compte d'exécution de l'exercice budgétaire écoulé. Et aujourd'hui, nous allons donc examiner l'exécution du budget 2023. La présentation qui va suivre a pour objectif de vous informer sur la manière dont les dépenses ont été faites en application du budget initial, mais aussi réorientées pour répondre à des besoins ou à des situations spécifiques. Le rapport soumis au vote, quant à lui, comportera 3 articles sur les montants en fonctionnement et en investissement, des mandats émis, des restes à réaliser et des crédits annulés. La mairie de secteur a dépensé la somme de 2 376 363,07 € en 2023. Cette dépense représente l'ensemble des factures rattachées à l'exercice qui ont pu être payées en 2023. Pour les dépenses de fin d'année, les factures n'arrivant pas toujours avant la fin de l'exercice, nous les avons réglées en 2024, mais elles restent rattachées au budget 2023. On retranche ensuite, selon le même mécanisme, les factures de 2022 qui ont été payées 2023, puisqu'elles sont rattachées à l'exercice de 2022, et nous obtenons ce résultat. Je vous le disais en préambule, nous avons également utilisé les reliquats des exercices précédents. Vous comprendrez dans le détail par service que je vais désormais aborder à quoi ils ont été consacrés. Vous avez normalement... Voilà, le graphique de la répartition des dépenses de fonctionnement, on parle de fonctionnement là, hein. On peut aisément constater que la gestion de nos équipements transférés et de nos espaces verts constitue la plus grande part de nos dépenses. En 2023, l'intégralité de la subvention de fonctionnement dont nous sommes dotés par la mairie centrale a été consommée et nous avons donc continué à utiliser les reports des années précédentes, ces reports dont je vous ai déjà parlé lors de l'exécution des 3 derniers exercices. Je vais maintenant rentrer dans le détail par politique publique. En commençant par le pôle information et transparence, son budget a été exécuté à hauteur de 217 301 €. Ce budget demeure important pour que nos conseils d'arrondissement, nos réunions publiques, nos événements puissent faire l'objet d'une retransmission en direct ou d'une couverture et d'une restitution. Nous améliorons constamment la qualité du site Internet depuis 2 ans. Je crois que les usagers nous le rappellent régulièrement. Ce site Internet fonctionne très bien. Nous développons l'information de proximité et nous multiplions les réunions de concertation et d'information des habitants. La politique publique suivante, ce sont les centres d'animation et la vie associative. Le budget a été exécuté à hauteur de 246 544 €. Cela comprend le développement d'activités pour les seniors et les familles, comme par exemple Mon assiette a du goût, qui connaît un très grand succès dans nos centres d'animation. Les animations et les événements musicaux, les portes ouvertes, les Noëls également qui se déroulent dans ces centres. Davantage de prestations ont été assurées en régie, c'est-à-dire qu'on a moins externalisé, comme par exemple les activités, les sorties, etc. Nous avons également modéré les déplacements, moins de transports, plus d'activités locales et des repas servis pour privilégier les activités avec les associations. Au total, dans nos centres, 150 associations mettent en œuvre 250 activités, ce qui est remarquable et qui répond à un besoin réel puisqu'ils sont très fréquentés. Le service suivant, le budget art, culture, sport et événements, est exécuté en 2023 à hauteur de 337 446 €. Notre projet est et restera de développer la culture et les événements de proximité avec de grands événements culturels ouverts à toutes et tous, des festivals et fêtes de quartier comme à Vauban, Bonneveine, Sainte-Anne, le Rouet, Notre-Dame-du-Mont, le Cours Julien, la Madrague de Montredon, l'Escale-Borély, bref, dans tous les quartiers possibles. Des partenariats sont noués avec des acteurs sportifs et associatifs de notre secteur.
Le programme Sportez-vous bien, qui est maintenant bien connu de nos usagers, connaît un succès grandissant. Également, l'été marseillais et Culture au jardin. Et bien entendu, les fêtes de Noël, qui ont connu cette année un énorme succès populaire, puisque nous avons accueilli plus de 5000 personnes dans notre parc pour voir cette exposition magnifique d'animaux dans le parc. En résumé, été comme hiver, le 6-8 veut avancer et proposer à ses habitants de nouvelles activités et de nouveaux événements. Nous avons également des festivals de quartier, comme La Voix est belle à Vauban et à Bonnefond, qui ont été mis en place il y a peu de temps, mais qui ont cette année conçu, et notamment le dernier a eu lieu à Vauban ce week-end, qui ont notamment connu un vrai succès. Nous reconduisons le festival Au Ma Parole, Musique à Bagatelle et le Noël festif et solidaire. Excusez-moi. Le budget des centres aérés de l'enfance, qui est le service suivant, est exécuté à hauteur de 330 201 €. Ce budget nous a servi à assurer le fonctionnement de nos centres aérés pour accueillir 1500 enfants les mercredis et plus de 2500 enfants durant les vacances scolaires. Nous veillons depuis 2020 à développer des ateliers pédagogiques, des sorties diversifiées, le ski, l'acrobranche, la voile, etc. et des goûters à thème. Un service public important, l'état civil, et puis le budget comporte aussi les frais généraux de la mairie, exécutés à hauteur de 365 532 €. Un budget important, je vous disais, parce que nous avons le plus gros service état civil de Marseille. Il est d'ailleurs pilote pour la mise en place de nombreuses procédures avant leur généralisation aux autres mairies de secteur. Je veux profiter de cet instant pour remercier ce service dynamique qui rend chaque jour un service public de qualité. J'ai beaucoup de chance de travailler avec cette équipe puisque je porte également la délégation de l'état civil. Quant aux frais généraux, nous conservons la volonté constante de les maîtriser pour concentrer du budget sur le reste de notre action publique. Je vous rappelle que les dépenses de ce budget de frais généraux, c'est le fonctionnement quotidien des services, des fournitures d'entretien, les fournitures administratives et d'état civil, la location des copieurs, l'achat de petits équipements, l'affranchissement, les fluides, etc. Enfin, tout ce qui fait qu'une administration peut fonctionner. Nous arrivons maintenant au service des espaces verts et des équipements transférés. Je vous l'ai dit en tout début de mon intervention, c'est un budget conséquent. Ils ont bénéficié cette année de 879 338 €. Depuis 2020, nous investissons énormément pour remettre à niveau nos équipements locaux, dont vous pouvez voir la liste à l'écran. À titre d'exemple, des rampes d'accès aux personnes à mobilité réduite ont été installées au centre Cadenel. D'autres équipements, comme pour le site de la mairie de secteur, l'accueil de nouveaux agents et donc la réfection de bureaux. Les équipements sportifs, comme au Stade Flotte ou au gymnase Mistral, et vous avez pu constater ce week-end que cela continue avec le nouveau Stade Baudon. Tous nos centres d'animation pour renforcer la qualité d'accueil du public. Les efforts sont conséquents. Mais le marqueur profond de notre action publique, c'est de renaturer et de réouvrir des jardins qui étaient pour certains complètement abandonnés. Je vous en parle depuis 2020 et les résultats sont là. 7 jardins renaturés et rénovés, Corinthe, Valbel, Réservoir, Rouet, Mélisan, à Bagatelle bien entendu, et des investissements de la mairie centrale pour les sœurs franciscaines, pour Bonneveine et pour la création d'une mini-forêt à Bonnefond. Nous sommes bien évidemment très attentifs à la maintenance et aux règles d'usage. C'est pourquoi nous assurons la rénovation et l'entretien des sols, des accès, des clôtures, des serrures, des grillages, et nous sommes très attentifs à la pose et au remplacement des panneaux d'information dans les parcs. Nous venons d'achever l'examen du budget de fonctionnement. Nous passons donc au budget d'investissement, exécuté cette année à hauteur de 397 351 €. La technique est la même, ce montant est obtenu avec le calcul des mandats émis en 2023, plus ce qui reste à réaliser de 2023, moins ce qui a été payé pour 2022. Ce budget correspond aux gros entretiens et aux travaux sur la mairie et ses équipements transférés. L'essentiel de la dotation d'investissement,
donc 68%, comme vous pouvez le voir, a été consacré en 2023 à l'entretien et l'aménagement des espaces verts, ainsi qu'à la mise à niveau des bureaux de bagatelle, j'en ai parlé, pour permettre aux nouveaux agents qui nous ont rejoints de travailler dans les meilleures conditions possibles. Voilà. En conclusion, nous pouvons nous satisfaire de dépenses globalement maîtrisées. Je tiens d'ailleurs à saluer ici les services de la mairie de secteur qui ont fait preuve d'un professionnalisme exemplaire pour exécuter ce budget ambitieux dans un contexte toujours inflationniste. Il a fait la preuve de notre capacité à réorienter les masses budgétaires pour tenir compte des priorités d'action publique, de notre volonté de continuer la remise à niveau de nos équipements et en particulier de nos jardins, et d'utiliser de manière rationnelle les reports en investissement et en fonctionnement. Voilà donc maintenant le rapport qui est soumis à votre approbation. Il comporte 3 articles. Le montant total des mandats émis sur l'exercice 2023 s'élève à 2 227 548,97 € en fonctionnement et à 341 944,08 € pour l'investissement. L'article 2 concerne le montant total des restes à réaliser sur l'exercice 2023, qui s'élève à 511 965,26 € pour le fonctionnement et à 71 855,33 € pour l'investissement. Enfin, le montant des crédits annulés s'élève à 389 886,12 € pour le fonctionnement et à 1 845,67 € pour l'investissement. Je précise que ce rapport a reçu l'avis favorable de la Commission. Je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Bonjour. Monsieur Méry. Bonjour, merci pour votre présentation, c'est clair. J'aimerais attirer l'attention de notre conseil sur le compte 6228 et le compte 6238, qui déjà l'an passé m'avait un petit peu ému, parce que j'ai retrouvé une photo que j'avais prise. Le compte 6228 s'élevait en 2023 à 328 000 €, il passe à 628 000 €. Et le compte 6238, qui était en 23 à 35 700, est passé à 102 500. Donc ces deux comptes divers deviennent des comptes particulièrement importants. Et comme son nom l'indique, divers, on ne sait pas ce que c'est. Et moi, je ne suis pas du tout en plan comptable public, donc je ne connais pas très très bien je sais ce qu'en comptabilité privée sont les comptes 62, et voilà. Mais là, je suis un peu étonné. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que c'est des sommes quand même très importantes, presque aussi importantes que celles qu'il y a pour l'entretien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous parliez de 23. Est-ce que vous pourriez, pour l'éclairage... Alors, en 23, c'était 320 000. Et là, cette année, il est passé à 628. Il multiplie par 2. En 23, l'autre était à 37, il est passé à 102. Donc on voit une tendance inflationniste de ces deux comptes-là. Et c'est vrai que je pense que l'ensemble des conseillers ici présents aimeraient savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces comptes, quels sont les frais qui sont payés, mandatés derrière ces comptes, qui manifestement deviennent de plus en plus gourmands au fil des années. Je vous remercie de votre réponse. Merci, Monsieur Méry. Je pense que vous auriez pu utilement participer à la commission qui a donc préparé ce conseil d'arrondissement, dans lequel un certain nombre d'éléments ont été apportés. Là, nous sommes sur de la technique comptable, comme vous le dites, et ce qui est mis au rapport de ce conseil d'arrondissement, c'est le vote d'un certain nombre de sommes qui concernent ce que je viens d'énumérer. Donc, je pense que ce n'est pas le lieu de répondre à ce genre de choses. Je pense que ce n'est pas le lieu de répondre à ce genre de choses, parce qu'il s'agit vraiment de précisions comptables, et c'est des choses qui sont expliquées en commission lorsque c'est présenté aux élus. Donc, je regrette que vous posiez cette question ici. Je serais plus intéressé par le fait que vous nous demandiez ce qui a été réalisé dans tel ou tel équipement, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas allés dans le détail, et c'est plutôt ça qui intéresse, à mon avis, nos administrés. Moi, ce que je vous propose, si vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a dans ce détail-là, vous écrivez à la maire et vous lui demandez un certain nombre d'explications sur les questions que vous posez. Ça n'est pas le lieu de ce conseil d'arrondissement de poser des questions de ce genre, et je regrette de le dire. Je suis vraiment désolé, mais le lieu d'un conseil, quand on demande de voter un projet, c'est d'éclairer les électeurs,
d'une délibération qui avait été annulée à l'époque où on avait, sous notre mandature, parce qu'on estimait que la délibération n'était pas suffisamment éclairée et donc que les conseillers n'étaient pas en mesure de pouvoir voter. Là, c'est un compte très important. On est quand même à 628 000 euros. Ça représente je ne sais quel pourcentage du budget, mais c'est quand même très important. Vous ne pouvez pas dire on ne sait pas ou... Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Madame Pila, vous avez quelque chose à rajouter à ce que venait de dire monsieur? Monsieur le Premier adjoint, j'ai simplement l'impression que vous n'avez pas la réponse à la question qu'a posée mon collègue Xavier Méry. Si vous aviez la réponse, vous auriez répondu. Demander simplement d'ajourner ou de poser la question dans un autre lieu à un autre moment, c'est simplement un désaveu total vis-à-vis du budget que vous présentez. 628 000 euros, c'est une part... Non, mais le lapsus est intéressant sur la maîtrise. C'est une part qui est amputée du budget général, puisque c'est une part qui est là pour aider, pour servir les habitants des 6e et 8e arrondissements. Nous sommes élus au même titre que vous, même si nous ne figurons pas sur le magazine que vous proposez aux administrés du secteur. C'est un petit détail, mais nous sommes tous représentants du conseil d'arrondissement. Et je pense simplement que votre absence de réponse, c'est un désaveu total. Vous n'avez pas de réponse à nous apporter. Si vous avez une réponse, répondez-nous, s'il vous plaît, monsieur le Premier adjoint. Madame Pila, je vais répondre la même chose que ce que j'ai répondu à monsieur Méry. Si vous avez envie de connaître ce type de détails, vous venez en commission préparer ce conseil d'arrondissement. Vous ne venez jamais. Jamais. Vous ne venez jamais. Nous ne vous y voyons jamais. Pourtant, on vous envoie même un lien pour vous connecter en visio. Vous pourriez au moins y participer en visio. Vous n'êtes jamais là. Je vais maintenant répondre ce qu'il y a dans ce compte. D'accord? Non, mais on ne va pas entamer un débat ici, Madame Pila. Très bien. Très bien. Merci. Nous avons entendu. Merci, nous avons entendu. Je crois que M. Méry a quelque chose à nous dire. Oui, excusez-moi, oui. Donc, M. Méry, le lapsus était intéressant. Vous avez dit, aujourd'hui, on parle du compte d'exécution, on ne parle pas du budget. Je me permets de faire cette remarque parce que si l'année prochaine, on a encore des éléments, je pense qu'il nous conviendra de même pas répondre parce que le budget que nous allons étudier l'année prochaine, vous n'êtes même pas venu lors du dernier conseil d'arrondissement. Vous n'étiez pas là du tout. Vous avez fait la politique de la chaise vide. Donc ne venez pas critiquer les budgets. Lorsqu'on les vote, vous ne venez pas, vous n'êtes pas là. Merci. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Je mets donc ce rapport au vote. Qui vote contre? On n'arrive pas à compter. 4, merci. Qui s'abstient? 2. Le rapport du compte d'exécution est adopté. Je vais rendre maintenant la présidence de ce conseil à Madame la maire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Concernant ce compte d'exécution, je vais donner la parole à Monsieur Secaldi pour un point d'information sur l'évaluation climat du budget. Merci Madame la maire. Il devrait y avoir un support qui va arriver. Voilà, donc l'évaluation climat du budget, c'est une méthodologie qui a été annoncée à l'automne 2022, en marge de la COP 26, il me semble. Et puis mise en place, enfin à l'automne 2021, mais mise en place à partir de l'automne 2022, grâce à un marché qui a été passé ici en mairie de secteur et dont vous voyez à l'écran. Et aujourd'hui, 18 mois après le début de cette opération, de cet accompagnement, donc on a une évaluation climatique du budget qui est mise en place à la fois sur l'exercice 2023 et en cours, bien sûr, sur l'exercice 2024.
Et donc, je vais vous commenter les quelques chiffres attenants. Donc, la stratégie d'action en faveur du climat de la mairie de secteur, elle repose sur un triptyque ou un trépied. L'idée, c'est d'avoir un peu comme un tabouret pour se hisser à la hauteur des enjeux. La structure de cette stratégie, donc, c'est en 3 temps. Hein. Le premier axe de travail, c'est sur faire l'évolution des pratiques, donc une politique d'animation, une sensibilisation des agents, la sobriété énergétique au bureau, le tri et le compostage, et puis l'évolution des modes de déplacement. L'axe de travail deuxième, c'est l'investissement pour le climat, et là, c'est l'idée de maîtriser et décarboner les consommations énergétiques dans le bâti. Et donc là, j'attire votre attention sur le fait que la rénovation énergétique du bâtiment, ce n'est pas quelque chose qui est à la main du budget de la mairie de secteur, mais pour autant, on a l'ambition d'au moins documenter cette stratégie-là pour accélérer les choses et se mettre en ordre de marche avec la mairie centrale. Et puis un troisième axe de travail qui est la décarbonation des achats. Et là, il s'agit de, comme son nom l'indique, hein, d'essayer de faire baisser la dépense carbone sur les achats de la mairie de secteur. Et donc cette évaluation climatique du budget, elle rentre dans le cadre d'une obligation à venir concernant les budgets d'investissement, puisque les collectivités de plus de 3500 habitants vont être obligées de se doter d'un budget vert, dont l'évaluation climatique du budget est un des leviers, je dirais, un des volets. Et donc la mairie des 6e et 8e arrondissements, dans ce cadre-là, elle se place comme pionnière, puisque ça fait partie des premières collectivités ou sous-ensembles de collectivités à mettre cette évaluation climatique du budget en place. Et donc ce que vous voyez à l'écran, là, c'est le compte d'exécution fonctionnement avec un code couleur où on voit très simplement un rouge défavorable, vert foncé très favorable et puis vert clair plutôt favorable. Et puis il y a une petite moitié, 43% des dépenses de la mairie de secteur, des dépenses de fonctionnement qui sont neutres vis-à-vis du climat. Pourquoi on dit que c'est neutre? C'est parce que c'est des dépenses qui sont difficiles à qualifier en termes d'externalité environnementale et d'aléas climatiques associés. C'est de l'entretien de bâtiments sans gain énergétique, c'est de la location d'équipements, etc. Et donc, malgré tout, on travaille, enfin, les services se sont saisis de ces outils-là opérationnels et puis en précisant les choses. Donc, on compare ici deux choses qui sont comparées là, mises à l'écran par souci de pédagogie, n'est-ce pas? Parce que vous comprendrez que le compte d'exécution 2023, ce n'est pas tout à fait l'état spécial 2024, mais malgré tout, ça ressemble et ça permet de tracer une dynamique de cette évaluation climatique du budget. Et donc, ce qu'on voit très clairement, c'est que la part rouge de ce camembert diminue. La part grise diminue aussi parce qu'on arrive à qualifier de mieux en mieux. Et là encore, bravo et merci aux services qui font ça d'arrache-pied tous les jours au sein de la mairie de secteur. Et puis les tranches, les parts vertes et vert foncé du camembert de l'état spécial 2024 sont beaucoup plus grandes que le compte d'exécution 2023, ce qui encore une fois illustre cette dynamique positive dans la trajectoire de transition écologique et énergétique de la mairie de secteur. Et donc là, on voit le compte d'exécution d'investissement. Donc je rappelle, c'est la partie qui est en passe de devenir obligatoire dans la loi pour les collectivités de plus de 3000 habitants. Et où là, on a un découpage presque 50-50 entre les dépenses neutres et les dépenses plutôt favorables. Et on n'a par exemple pas d'achat de véhicules thermiques à la mairie de secteur, et ce qui fait qu'on n'a pas de dépenses d'investissement défavorables pour le climat. Et donc là, il me semble que c'est la dernière diapo. Ce qu'on voit on compare à nouveau les budgets d'investissement entre le compte d'exécution 2023 et l'état spécial 2024, où là, on a une grande part qui devient très favorable au climat, et puis une part de neutre qui est encore assez significative, et puis encore une fois, un peu de négatif. Ça veut dire que on n'est pas au bout du chemin de transition écologique des services. Je rappelle qu'on a débuté ce projet il y a 18 mois. Et donc les priorités pour respecter les objectifs 2024, elles sont au nombre de 5.
Poursuivre les efforts de rénovation des bâtiments et de changement des systèmes de chauffage. Je rappelle là que nous, on a un rôle d'aiguillon et d'orientation de la stratégie de la mairie centrale qui opère et met en œuvre ces investissements dans le bâti et nos équipements décentralisés. Deuxièmement, c'est intégrer dans tous les marchés des prestations de services des critères relatifs au mode de déplacement. Et donc ça veut dire simplement que si un prestataire utilise de la cyclo-logistique plutôt que des véhicules thermiques utilitaires, il sera favorisé dans nos marchés. Troisièmement, limiter les achats de produits ultra transformés pour les goûter. Donc ça, c'est aussi, vous voyez, on essaie d'avoir des co-bénéfices à cette action climatique. C'est aussi des co-bénéfices pour la nutrition de nos enfants. Quatrièmement, systématiser la prise en compte des labels reconnus par l'ADEME. Donc l'ADEME étant l'agence de la transition écologique, qui dépend du ministère directement de la transition écologique à Paris, pour leurs valeurs environnementales pour les achats de fournitures du bureau. Et enfin, cinquièmement, intégrer systématiquement une clause relative à la technologie LED qui est beaucoup moins consommatrice que les ampoules à incandescence dans les illuminations. Je vous remercie pour votre attention et ce point de transparence et de pédagogie sur l'évaluation climatique du budget. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Secaldi. Est-ce que vous avez des questions sur cette comptabilité climatique? Pas de questions? Ok, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais me permettre de noter que si les seules questions que nous avons sont celles de comptabilité analytique, nous pouvons passer au rapport suivant qui concerne la rénovation des bureaux Nature en Ville. Monsieur Jean-Marc Pantalacci-Bonafou. Merci Madame la maire. Effectivement, l'idée de réhabiliter ces bâtiments pour accueillir nos agents dans les meilleures conditions sur le site du 48 avenue Clobé, près du parc Borély. Il est nécessaire de prévoir des travaux, notamment pour 3 chalets vétustes, qui sera nécessaire de désamianter avant démolition. Une autorisation de programme de 1 million d'euros avec crédit de paiement sur 2024 et 2025 est prévue pour la réalisation de la première phase de travaux et de premiers équipements. C'est ce qui est soumis à l'approbation du conseil d'arrondissement. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Des questions sur les bureaux? Non, je mets aux voix ce rapport. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je passe la parole à Monsieur Jouve pour des subventions culturelles, le rapport numéro 3. Madame la maire, chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi juste de dire quelques mots en préalable sur notre prochaine action culturelle. On en parlait tout à l'heure, au Ma Parole, culture de proximité pour créer un mieux vivre ensemble. Donc ça aura lieu du 22 mai au 1er juin autour des Arts de la Parole. Alors toujours au cœur du quartier Sainte-Anne. Voilà, je vous salue Monsieur Deril. Voilà, content que ça se passe à nouveau là-bas. Une programmation, mais surtout beaucoup d'actions dans l'espace public avec des médiations. Cette année, on peut noter notamment de nouveaux partenaires comme La Criée, qui va s'intégrer à travers ses étudiants apprentis dans le commando poétique, et aussi les librairies de secteur indépendantes. Voilà, on aura aussi 5 artistes en résidence et avec des restitutions lors de Au Ma Parole, des scènes ouvertes et d'autres moments. Par exemple, nous aurons un des artistes qui sera en résidence chez Emmaüs pour travailler avec les compagnons sur le lien. Et toujours la soirée sur le toit terrasse du MAC qui a eu un gros succès l'année dernière. Voilà, ça sera autour poésie plutôt déjantée, délurée cette année si j'ai bien compris. Et pour terminer, vous aurez bien sûr des objets poétiques non identifiés. Alors le rapport numéro 3, passons au rapport. Il s'agit de l'attribution de subventions d'investissement à des associations culturelles, donc par la ville de Marseille. Dans notre secteur, Concerto Soave, qui fait le très beau festival Mars en Baroque pour 8 500 € pour l'acquisition d'un orgue positif. Donc c'est un orgue de petite taille, transportable pour information et pour votre culture. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci, Monsieur Jouve. Monsieur Pernet veut nous parler de culture dans le 6-8. Bien, Madame la maire, mes chers collègues, vous savez, vous nous présentez ce soir un projet sur une délibération sur la culture. Vous savez l'engagement qui est le nôtre aussi sur la partie culturelle. Et donc notre groupe votera favorablement à ce rapport. Néanmoins, Madame la maire, votre adjoint a parlé tout à l'heure d'étudiants.
Et je pense que c'est très important parce que je vais vous parler de la situation des bibliothèques municipales. Rassurez-vous, je ne vous parlerai pas de la bibliothèque municipale de Vauban que vous avez au sein de votre programme souhaité mettre en œuvre et qu'aujourd'hui en responsabilité ça n'avance pas. Je vous parlerai plutôt de la situation des vacataires au sein des bibliothèques municipales. Et nous avons appris que les vacataires, qui sont souvent, vous avez parlé des étudiants tout à l'heure, ce sont souvent des jeunes qui travaillent dur, à qui la vie n'est pas toujours facile et qui pour autant travaillent en tant que vacataire au sein des bibliothèques municipales. Et vous avez vu qu'en février, ils n'ont pas été payés. Ils ont eu 0 € sur leur bulletin de paye. Et donc, on savait que votre majorité était incompétente, mais cette incompétence a aussi des effets très graves sur les jeunes Marseillaises et les jeunes Marseillais. Et vous n'avez, dans votre majorité, ni eu un mot d'excuse, ni eu un mot d'humanité, ni eu un moment de compassion. Pernet, et donc ça, les Marseillaises et les Marseillais l'apprécieront. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup, Monsieur Pernet. Monsieur Jouve, je vais me permettre, puisque le rapport que vous avez présenté, manifestement, n'intéresse pas Monsieur Pernet, mais je vais quand même me permettre de répondre sur les bibliothèques. C'est passionnant que vous veniez sur ce terrain. Sur les bibliothèques, je vous trouve absolument audacieux. Personne n'ignore ici que j'ai eu la chance d'être pendant plus de 3 ans adjointe au maire, déléguée aux questions de ressources humaines et de dialogue social pour permettre notre action publique. La situation globale à Marseille sur les bibliothèques, je pense que chacun des habitants de Marseille, ici présent, la connaît. Personne n'ignore la situation dans les bibliothèques de Marseille. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Pernet. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. La situation des bibliothèques à Marseille, je vais vous en parler si vous le voulez bien. La situation des bibliothèques à Marseille en 2020, donc quand j'arrive dans mes responsabilités, je prends évidemment le temps d'aller à la rencontre de nos agents et je vais notamment dans une de nos bibliothèques que je peux vous citer, qui est celle du Merlan, et je rencontre la directrice de la bibliothèque du Merlan qui me raconte comment pendant 25 ans, elle a été dans une difficulté énorme pour pouvoir mener à bien ses missions de service public. Je vais vous raconter que pendant 25 ans, il n'y avait pas de projet scientifique. Écoutez-moi bien. C'est important, non, mais parce qu'on parle des bibliothèques, parlons des bibliothèques. Donc, pendant 25 ans, pas de projet scientifique. Pendant 25 ans, du personnel... Monsieur Pernet, monsieur... Chut, s'il vous plaît, on a très bien écouté votre intervention. Excusez-moi. Permettez-moi de continuer. Du personnel reclassé sans aucune formation, arrivant dans les bibliothèques, engendrant une réelle difficulté de pouvoir tenir ce service public. Et donc, cette bibliothèque, jusqu'à présent, n'était ouverte qu'une 20aine d'heures par semaine. Cette directrice de bibliothèque, je l'ai revue il y a quelques semaines, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Et elle a pu me saisir le bras en me disant « Ça y est, Madame Fortin », je lui dis « Ça y est quoi ?» Elle me dit « Ça y est, nous avons un projet scientifique dans les bibliothèques qui nous pousse à agir dans les murs et hors les murs. Ça y est, j'ai 7 agents dans les bibliothèques qui arrivent et je vais pouvoir passer de 25 heures d'ouverture hebdo à plus de 39 heures avec des nocturnes pour pouvoir accueillir l'ensemble des habitants du quartier. » Et elle me dit « Et ça y est, je pars à la retraite dans 3 semaines, très heureuse de laisser derrière moi un service public qui tient debout. » Donc, Monsieur Pernet, concernant vos inquiétudes sur le personnel des bibliothèques, je vous assure de l'engagement du maire de Marseille, de Jean-Marc Coppola, de moi-même, de monsieur maintenant Canicave, qui a pris avec engagement la suite de ces sujets de fonctionnement pour pouvoir permettre à ces agents de fonctionner dans les meilleures conditions. Ne vous inquiétez pas, nous sommes au travail et nous nous en occupons. Je vais désormais, merci. Je vais désormais passer... Je vous remercie, c'est moi qui distribue la parole, est-ce que je cherche ? C'est moi qui distribue la parole, je vous remercie beaucoup. Vous voulez intervenir sur quelque chose d'autre ? Je vais juste vous dire que les Marseillaises et les Marseillais apprécieront que vous n'ayez eu aucun mot de collation ni d'excuse. Écoutez, j'attends les vôtres sur l'état des bibliothèques pendant 20 ans. Merci beaucoup. Donc, je vais passer ce rapport. Monsieur Pernet, merci beaucoup. Je vais désormais passer ce rapport au vote. Qui vote contre ? Monsieur Méry, vous votez contre ? Sur le rapport numéro 4 ? Je suis en train de passer le rapport au vote. Qui vote contre ?
Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Monsieur Jouve, toujours sur le rapport numéro 4. Et les Marseillais apprécieront aussi une nouvelle construction de bibliothèque très ambitieuse rue Loubran, et vous verrez ça au conseil municipal, car ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il n'est pas élu, c'est vendredi prochain. Voilà. Le rapport numéro 4, il s'agit de l'approbation d'une deuxième répartition aux associations culturelles au titre des subventions 2024 dans le secteur de la culture provençale, car la diversité culturelle est très importante pour nous dans tous les domaines. Alors, l'Escolo de la Mare pour 2000 € qui va fêter les 120 ans du prix Nobel attribué à Frédéric Mistral pour son œuvre Mireille, et les Bouscarlou des Marsillots pour 3000 €, association bien connue de notre secteur que nous avons le plaisir d'accueillir dans notre centre municipal d'animation de Pastré et que nous faisons participer à de nombreuses actions et événements du 6-8. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Des questions sur ce rapport. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je vous propose, Monsieur Jouve, de présenter tout de suite le rapport numéro 20, qui a été présenté en additif, si vous en êtes d'accord. Alors, il s'agit de l'approbation d'une troisième répartition aux associations culturelles au titre des subventions 2024. Donc, sont concernés par ce rapport dans notre secteur un ensemble d'associations, par exemple Nini Cabaret, donc, qui a le très beau lieu qui s'appelle Le Non-Lieu, pour un festival d'accordéon en partenariat avec le conservatoire, pour 4 500 €. Le Studio du Cours, qui est la seule école habilitée à délivrer le diplôme en danse, le DE en danse, donc très importante association dans le 8e arrondissement. Et le Théâtre des Calanques, bien connu aussi dans notre secteur, très beau lieu, qui a accueilli le 13 avril le tremplin Jeune Création Danse, qui permet de mettre à l'honneur de jeunes compagnies et de leur faire bénéficier de résidences de création au sein de ce théâtre. Donc l'ensemble des subventions pour le 6-8 est de 586 500 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Vous abstenez? Non, j'ai mal lu. Le rapport est adopté à l'unanimité. Allez, Monsieur Méry s'abstient, hop là, sur celui-là. Ok. Le rapport numéro 5, Madame Meillac pour le parc Bonneveine, s'il vous plaît. Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, un mot du festival La Voix est belle que vous avez évoqué brièvement. La 3e édition vient de se tenir ce week-end à Vauban et elle était... Est-ce que je peux me mettre là? Oui, je pense. Ouais. Et le mois dernier à Bonneveine. L'engagement des services municipaux, mais aussi des associations de quartier, des CEQ bien entendu, et puis des habitants a été exemplaire et a permis de passer 4 journées très conviviales, 2 journées pour les écoles, 2 journées pour tout le public, grands et petits, de ces quartiers. La Voix est belle. C'est le festival des rues, jardins et des mobilités douces dans notre secteur, des journées festives où les habitants investissent les rues de leur quartier et prennent le temps de retrouver les plaisirs d'antan, de bavarder avec ses voisins, de jouer, de planter des fleurs et de danser. À cette occasion, les 2 laboratoires citoyens ont été sérieux également. Ils se sont réunis. Celui du 8e a travaillé sur l'élargissement des trottoirs à Bonneveine et celui du 6e a travaillé sur les permis de végétaliser des rues-jardins. Alors bientôt, sur le site de la mairie de secteur, en lien avec ces rencontres, vous trouverez 2 nouveautés. D'abord, évidemment, le compte-rendu des laboratoires citoyens, que j'invite tout un chacun à venir consulter, et puis le mode d'emploi pour les prochaines étapes, qui a été distribué aussi en main propre pendant les laboratoires citoyens et à la sortie. Et puis aussi une nouvelle page, la page du comité des piétons des 6e et 8e arrondissements, qui naît ce trimestre. Ce comité des piétons, il se réunira chaque semestre pour faire le point sur l'avancée des petits travaux de voirie urgents pour la sécurité des piétons. Et la sécurité étant au cœur des préoccupations de chacun d'entre nous, il importe de comprendre que ce comité émettra une liste unique des alertes qui arrivent très nombreuses en mairie et il permettra de faciliter le travail des services métropolitains dans une enveloppe budgétaire existante. Il permettra donc de faire réaliser plus vite des petits travaux absolument urgents pour la sécurité de tous qui aujourd'hui ne reçoivent pas de réponse ou ne sont pas traités comme ils le devraient. Bienvenue donc au comité des piétons des 6e et 8e arrondissements de Marseille. Le rapport 5.
Le rapport 5, lui, porte sur un parc. Il est soumis au Conseil sur proposition de Madame l'adjointe en charge des espaces verts, des parcs et jardins et du retour de la nature en ville. En février 2023, le Conseil municipal a approuvé l'opération de requalification du parc de Bonneveine et de la promenade de la Sarrette. Ce parc et cette promenade, ils sont nés, vous le savez, avec la ZAC de Bonneveine dans les années 1970. Ils sont très dégradés aujourd'hui du fait d'un manque d'entretien sous les précédentes mandatures. Et suite à 4 concertations en 2022-2023, la ville a programmé la requalification du parc. Et sans revenir sur ce qu'on s'était dit l'année dernière, sachez quand même que ce parc inclura désormais un jardin de pluie, des accès rénovés pour embellir les entrées et pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Et puis, très important, la recréation des aires de jeux pour enfants qui avaient été tout bonnement supprimées sous les anciennes mandatures. Il n'y avait plus de jeux. Ce chantier valorisera les espaces et il renforcera aussi les plantations dans le parc au bénéfice des quartiers de Bonneveine et de Sainte-Anne. Alors, le rapport porte sur un ajustement technique nécessaire suite à l'approfondissement des études réalisées en 2023 pour tenir compte des concertations. Parmi les attentes des riverains figurait la rénovation de la place autour de la fontaine, une place qui présente un dallage ancien. Et il ressort des études approfondies qu'un tiers des dalles doit être changé. Or, ces dalles, elles ont été conçues sur mesure par le concepteur paysagiste dans les années 70. Elles n'ont pas été entretenues. Elles ne sont plus vendues et n'ont pas été stockées. Donc aujourd'hui, elles doivent être fabriquées à façon. Cela entraîne un surcoût de 300 000 € et il est donc proposé au Conseil d'approuver l'augmentation de l'autorisation de programme de requalification du parc de Bonneveine et de la promenade de la Sarrette à hauteur de 300 000 € pour porter le montant affecté sur l'opération à 1 500 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Meillac. Y a-t-il des questions? Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 6, Monsieur Vincent, pour des subventions aux associations sportives. Bon, merci. Madame la maire, messieurs et mesdames les élus, mesdames et messieurs, oui, un petit mot quand même, parce que j'étais pas peu fier d'inaugurer avec le 13e homme, donc, et le président de l'Olympique de Marseille, le stade Baudon, avec l'effigie du plus grand chanteur marseillais, notre ami Jules. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est surtout l'amélioration de ce stade va permettre à tous les petits Marseillais de Vauban de venir et de jouer ensemble et donc de faire du lien. Alors, pour le rapport numéro 6, la ville de Marseille s'est engagée dans un projet politique qui vise à une ville plus juste, plus verte et plus démocratique. La politique sportive mise en œuvre par la ville s'inscrit dans cette perspective à laquelle elle entend contribuer de façon déterminante. Donc, pour la subvention... La deuxième répartition des subventions de 2024 pour la mairie du 4e secteur, la mairie des 6e et 8e arrondissements, dans le champ du handisport et du sport adapté, un total de 4 600 €. Dans le champ de l'insertion par le sport, un total de 7 500 €. Et pour le champ du sport de compétition et de loisirs, 187 000 €. Ce qui porte un total pour notre secteur à 199 100 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Monsieur Vincent. Je ne vois pas de questions sur ces subventions sportives. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Je donne la parole pour des subventions dans le champ de la santé à Marie-Hélène Amsalem. Madame la maire, mesdames, messieurs, bonjour. Sur proposition de Madame Michèle Rubiro, la première adjointe, et adjointe en charge de la santé publique, la promotion de la santé, nous soumettons au conseil municipal le rapport suivant. Il s'agira de subventions attribuées aux associations développement des projets de santé publique. C'est le budget primitif 2024 et la première répartition. Dans notre secteur, 10 associations sont concernées. Je vais vous faire grâce de toutes les énumérer. Et ces subventions sont pour un total de 106 500 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Amsalem. Je ne vois pas de questions. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Pour une garantie d'emprunt, Madame Michaud. Madame la maire, chers collègues, mesdames et messieurs,
Le rapport qui nous est proposé par M. Joël Canicave, adjoint au maire, notamment en charge des finances, et par M. Patrick Amico, adjoint au maire en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne, est d'importance sociale et solidaire. Ce rapport nous demande d'approuver une garantie d'emprunt d'un montant de 95 439 € à accorder par la ville de Marseille à la société Solia Provence pour la réhabilitation et la réalisation de 9 logements aux loyers très sociaux situés rue de Rome, 7 de type 1 et 2 de type 2. Cette opération immobilière a eu pour objectif de permettre à des personnes sans abri d'accéder à un logement autonome, à un chez-soi, pour que chaque semaine, l'aide qui leur est apportée par une équipe pluridisciplinaire en matière de soins et de réinsertion se déroule à l'abri, dans un lieu calme et stable, pour que l'accompagnement dont bénéficient ces personnes vulnérables leur soit aussi bénéfique que possible. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Michaud. Y a-t-il des questions? Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Madame Michaud, toujours pour le rapport numéro 9, s'il vous plaît. Et j'ai bien noté, tout à l'heure, j'ai bien noté votre départ, Monsieur Pernet, sur ce rapport. Allez-y. C'est sur le 9 ? Alors, oui, c'est ça, on est sur le 9. Mais allez-y, Madame Michaud. Proposé par M. Patrick Amico, ce rapport va permettre à la ville de Marseille et à ses partenaires, la métropole, l'État et l'Agence nationale de l'habitat, de poursuivre en 2024, sans frein administratif et financier, leur engagement dans la lutte contre l'habitat indigne. Le rythme élevé d'arrêtés de mise en sécurité d'immeubles fortement dégradés pris par la ville de Marseille rend indispensable la poursuite des aides apportées aux syndicats de copropriété et aux propriétaires pour effectuer les travaux nécessaires aux sorties de péril. Il nous est donc demandé d'approuver l'avenant qui prolonge jusqu'au 31 décembre 2024 l'opération transitoire lutte contre l'habitat indigne Marseille-Centre qui s'étend des 1er au 7e arrondissement. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Michaud. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 10, Madame Michaud. La contribution et le soutien à la production de logements sociaux est une volonté forte et affirmée de la ville de Marseille. C'est à ce titre que la ville s'est dotée en octobre 2023 d'un cadre d'intervention qui lui permet d'apporter une aide financière en faveur du logement locatif social et notamment à des opérations d'acquisition-amélioration sur le parc immobilier existant. En décembre dernier, en ce qui concerne notre secteur, une première subvention de 85 000 € a été votée par le conseil municipal pour l'acquisition-amélioration par le bailleur Unicil de 3 logements sociaux de type 3 rue Saint-Michel. Dans ce rapport, aujourd'hui, proposé de manière conjointe par M. Patrick Amico et par Mme Samia Ghali, maire adjointe en charge notamment des relations avec l'Agence nationale de renouvellement urbain, il s'agit d'approuver 2 subventions au bailleur Unicil. Une nouvelle subvention concerne notre secteur, puisque la ville souhaite apporter un soutien financier de 132 500 € pour l'acquisition-amélioration de 5 logements sociaux de type 3. L'opération immobilière, d'un budget global d'1 156 408 €, se situe 49 rue des Bons Enfants, dans un immeuble du quartier de Notre-Dame-du-Mont, soumis à un arrêté de mise en sécurité. Comme en décembre dernier, cette opération contribue à reconstituer une offre de logements digne dans le parc existant du 6e arrondissement. Mieux encore, elle contribue à la production de logements sociaux dans cet arrondissement le plus dépourvu de la ville en la matière. Il ne compte que 4,6% de logements, de l'ensemble des logements sociaux marseillais. Financés par le prêt locatif aidé d'intégration, ces logements, et c'est un point important, seront accessibles aux personnes à très faible revenu. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.
Merci beaucoup, Madame Michaud. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Oui, Monsieur Méry. Merci, Madame le maire. Une question de précision. Les propriétaires, c'est Unicil qui est propriétaire de ces logements? Alors, terminez votre question, puis ensuite on donnera la parole. Vous aviez d'autres points ou c'était juste Non, ça? en fait, c'est tout simplement que c'est toujours un sujet très, très compliqué quand on sur l'habitat indigne et tout ça, parce qu'il y a une nécessité d'agir étant donné les risques de certains habitats et qu'il faut impérativement protéger les populations. Mais il y a toujours un autre risque, c'est que c'est le moment où l'argent public est investi dans des domaines et des propriétés privées. Et c'est un sujet très délicat que l'aide avec de l'argent public sur des propriétaires privés. Et donc je voulais simplement savoir qui étaient les propriétaires bénéficiants de ces sommes. Voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup pour votre question. Madame Michaud pour la réponse. Oui, je peux répondre. Donc, c'est pour le rapport numéro 10 que vous avez posé la question. Tout à fait. Hein? Bah oui, c'est Unicil, c'est le rapport numéro 10. Donc, cet immeuble, comme je le précisais dans mon développement, il a été soumis à un arrêté de mise en sécurité. Ce qui veut dire il est soumis à cet arrêté de mise en sécurité depuis qu'il y a eu cette grande prise de conscience qui a succédé aux effondrements de la rue de Bagne. Donc, depuis 2018, il y a tout un travail qui est fait sur cet immeuble, puisqu'il a été évacué, et pour trouver des solutions. La solution qui a été trouvée, c'est que le bailleur Unicil c'est une opération d'acquisition-amélioration, c'est-à-dire que le bailleur Unicil a acheté à l'ancien propriétaire, dont je ne connais pas le nom, je ne peux pas vous le citer là, mais il vous sera donné si vous le souhaitez, le logement, et a notamment acquis une opération d'acquisition-amélioration, c'est donc acquérir la propriété, et deuxièmement, l'améliorer. Et comme je vous le dis, il y a comme partenaire, il y a l'ANA, l'État, la métropole à parité, et qui elle aussi donne une subvention du même taux que la ville. Et voilà, si j'ai bien répondu. Merci beaucoup, Madame Michaud, pour vos précisions. On n'a pas encore passé le... Monsieur Pernet, on n'a pas encore passé le rapport au vote, si jamais votre intention était de ne pas être présent dans la salle. Ce que je vais faire dès maintenant, donc je mets au voie ce rapport numéro 10, sur ce rapport, qui vote contre, qui s'abstient, le rapport est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je précise que le rapport numéro 11 a été retiré et je passe au rapport numéro 12 et je passe la parole à Madame Masson pour pouvoir le présenter. Bonsoir à toutes et tous, Madame la maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, les habitantes et les habitants. Je suis très honorée ce soir de vous présenter une série de rapports à la place de ma collègue, ma très chère Alexandra D'Agostino, adjointe à la vie associative et au centre d'animation. Il s'agit de vous présenter une série de rapports qui affirment le soutien de la ville de Marseille aux initiatives et projets de proximité portés par le tissu associatif à destination de différents publics. Toutes les associations dont je vais vous parler tout à l'heure contribuent à renforcer le lien social dans nos quartiers et à assurer des missions de prévention indispensables à la cohésion de notre société. Le premier rapport, il s'agit du rapport numéro 12, concerne des subventions d'équipement à diverses associations pour un montant global de 9 000 €. Dans notre secteur, il s'agit du centre social Mer et Collines pour 2 600 €. Ce rapport, porté par Ahmed Edadi, a reçu un avis favorable de la commission. Et je le mets aux voix. Sur ce rapport, qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 13, Madame Masson. Alors, le rapport numéro 13, nous est présenté par Madame Narducci, soumet à votre approbation une attribution de subventions à des associations agissant en faveur des familles, dans le cadre d'une première répartition des crédits 2024 d'un montant de 20 700 €. Pour nous, l'association Politique criminelle appliquée réinsertion sociale pour 1 000 € est dans le 6-8. Donc ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Sans question, je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Pour le rapport numéro 14, je donne la parole à Micheline Abour.
Bonsoir à toutes et tous. Madame la maire, chers collègues. Ah oui, c'est vrai, pardon. Excusez-moi. Ce rapport nous est proposé par Madame l'adjointe en charge de l'éducation populaire, Marie Batou. Il a pour objet l'attribution de subventions à des associations qui animent des accueils de loisirs sans hébergement. Donc sont soumis à votre approbation une première répartition de crédit de l'année 2024 d'un montant de 3 92 250 €, ainsi que les conventions et avenants qui y affèrent. Dans notre secteur, il y a 6 associations qui sont concernées. Le Centre social Mère et Collines pour 37 658 €, le Centre socio-culturel du Roi d'Espagne pour 55 878 €, le Centre socio-culturel Saint-Ginier-Milan, 60 830 €, l'Association de promotion de l'ingénierie socio-éducative, 78 767 €, l'IFAC, Institut de formation, d'animation et de conseil pour la Maison pour tous du cours Julien, 52 502 €, et enfin Léo Lagrange pour l'ACM Fiol-Falck, qui se trouve au groupe scolaire Falck-Fiol. Je ne sais pas pourquoi on inverse, mais bon. 21 388 €. Et pour le groupe scolaire Jean Mermoz, 29 139 €. Alors, ce sont des subventions sur projet. L'association qui reçoit donc cette subvention s'engage à transmettre à la ville de Marseille, c'était avant le 31 mars 2024, un dossier comprenant tous les détails opérationnels et financiers pour son projet 2024, le projet pédagogique, le récépissé de déclaration à jeunesse et sport et le règlement intérieur de l'association de loisirs sans hébergement. Et il est expressément convenu que la ville de Marseille déterminera le montant de la subvention totale pour l'année après instruction de ce projet détaillé. L'association devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation du projet. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame Abour. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et je redonne la parole à Madame Masson pour le rapport numéro 15. Je vous avais promis une série de rapports, ça continue pour tous les habitants et tous les habitantes de notre secteur. Donc le rapport numéro 15, il s'agit d'attribuer des subventions à des associations agissant en faveur des droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes, sur une proposition de Madame Nathalie Tessier. Donc il s'agit d'une première répartition de crédit de 2024 d'un montant de 264 500 €. Pour notre secteur, il y a 6 associations concernées, l'Amicale du Nid, l'Association politique criminelle appliquée et réinsertion sociale, Soliane, Mère et Collines, le Mouvement du Nid et Solidarité Femmes 13. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Madame Masson, le rapport numéro 16. Et le rapport numéro 16, je soumets à votre approbation l'attribution de subventions à des associations œuvrant en faveur des seniors dans le cadre d'une première répartition des crédits de 2024 d'un montant de 24 500 €. Et pour notre secteur, il s'agit de l'association Coopération féminine Marseille-Provence-Languedoc pour 1 000 €. Ce rapport était proposé par Monsieur Ahmed Edadi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et Madame Masson à nouveau, avec le rapport numéro 17, s'il vous plaît. Alors, le rapport numéro 17 que je présente au nom de ma collègue Danielle Casanova-Gabino, qui est en charge de la petite enfance, et que je suis très contente de porter, car nous partageons avec elle, avec mes collègues, la priorité de la place de l'enfant dans les 6e et 8e arrondissements. Donc, il s'agit d'une délibération qui porte sur des subventions au titre des actions du pacte local des solidarités qui a été voté par la ville de Marseille en conseil municipal le 15 décembre 2023. Donc ce dispositif, qui a un partenariat avec l'État, permet de décliner différentes aides à différentes populations. Et dans ce rapport, il s'agit de mener des actions en direction de la petite enfance et de la parentalité. Je vais vous les dire très rapidement. En premier, mener des actions de préscolarisation des enfants les plus éloignés des modes d'accueil, pour des enfants de 0 à 3 ans. Soutien à la parentalité pour les familles accueillies dans des dispositifs de veille sociale et d'hébergement d'urgence. Renforcer l'offre d'accueil du jeune enfant à destination des familles les plus précaires
Et enfin, renforcer les plateformes de mode de garde pour aider les gens les plus éloignés des dispositifs électroniques de pouvoir s'inscrire. Le présent rapport propose d'attribuer des subventions pour un montant total de 295 000 €. Et pour notre secteur, 2 associations sont concernées, des Psy dans la Cité et Protis. Je vous remercie et j'ai fini cette fois-ci. Attendez. Je mets le rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Rapport adopté à l'unanimité. Effectivement, vous en avez terminé. Merci, Madame Masson. Pour le rapport suivant des subventions dans le champ de la solidarité, je passe la parole à Monsieur Mounien. Mesdames et messieurs, donc ce rapport concerne aussi le pacte des solidarités qui vous a été présenté juste avant. Donc c'est ce pacte de solidarité qui est un pacte entre l'État et la ville de Marseille pour un financement de 1 700 000 €. Et pour ce rapport, ce pacte permet le financement d'associations qui vont œuvrer, qui vont mener des actions pour renforcer l'accès aux droits, pour procurer les besoins essentiels et accompagner les personnes les plus précaires. Sur notre secteur, 13 associations sont concernées. Sur la ville de Marseille, 71 associations ont été financées. Sur notre secteur, 13 ont été financées à une hauteur de 180 000 €. Ce rapport a eu un avis favorable de la Commission. Merci, Monsieur Mounien. Je ne vois pas de questions. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le rapport numéro 19 étant retiré, on aurait pu penser qu'on avait à ce moment-là du Conseil épuisé notre ordre du jour. C'était sans compter sur une créativité de Monsieur Pernet qui nous a fait passer 2 questions orales. Monsieur Pernet, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à nous donner lecture de vos 2 questions, l'une après l'autre, en commençant peut-être par le parc Chano, si vous voulez bien, et puis on vous répondra dans la foulée. Oui, bien sûr. Madame la maire, mes chers collègues, d'abord sur le parc Chano, vous le savez, en septembre dernier, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal sur le marché public qui était en cours, parce que la ville de Marseille n'avait pas mis au sein de ce marché le transfert légal du personnel et donc des contrats de travail. Et donc ma question est la suivante. Le parc Chano est quand même un endroit important de notre secteur. Quel va être son avenir? Mais surtout, 7 mois après, où en est-on sur ce dossier? Merci beaucoup. Je vous invite à nous poser... Pardon, je vous invite à nous poser la 2e question, comme ça on enchaîne les réponses. Allez-y. Oui, effectivement, Madame la maire, la 2e question, un peu plus grave et importante. Vous le savez, les habitants des 6e et 8e arrondissements, comme tous les habitants de Marseille, ont le droit de vivre en sécurité. Ils ont le droit de vivre en tranquillité. Ils ont le droit d'aller au travail sans avoir la boule au ventre. Ils ont le droit de sortir le soir sans crainte pour leur sécurité. Ils ont le droit de laisser leur voiture sans avoir peur qu'elle se fasse casser ou voler. Malheureusement, nous voyons dans notre ville une insécurité qui augmente. Nous le constatons tous les jours. Il y a quelques mois, en février, une première agression a eu lieu dans les 6e arrondissements, une 2e, et une caméra de vidéoprotection qui était à proximité de ce lieu ne fonctionnait pas. C'est les journalistes de France 3 qui l'ont publié au sein de l'un de leurs articles et qui montrent pourtant que le maire de Marseille et la majorité municipale ont la compétence d'assurer le bon ordre, d'assurer la tranquillité et la salubrité publique. Sur les caméras de vidéoprotection, on a bien compris que votre majorité ne souhaitait pas en mettre des nouvelles. Lorsque vous avez été élu, pendant plus de 2 ans, vous avez mis un moratoire pour arrêter les caméras de vidéoprotection. Mais en plus d'avoir arrêté de mettre en place des caméras de vidéoprotection, qui ne résout pas tout, mais qui sont parfois la moitié des preuves judiciaires qui permettent de faire avancer des dossiers, eh bien, là encore, c'est même pas que vous n'en mettez pas plus. Marseille compte 5 fois moins de caméras de vidéoprotection par habitant qu'une ville comme Nice, par exemple, mais c'est qu'en plus, vous n'entretenez pas... Mais c'est qu'en plus, vous n'entretenez pas celles qui sont existantes. Donc ma question est la suivante. Combien y a-t-il de caméras de vidéoprotection qui fonctionnent
dans les 6e et 8e arrondissements? Et combien y a-t-il tout simplement de caméras au sein de nos arrondissements? Vous êtes maire de ce secteur, vous êtes conseillère municipale au sein de la mairie de Marseille, au sein de cette majorité. Et donc, voilà ma question pour la sécurité de ses habitants. Merci. Alors, sur ces 2 questions, Monsieur Pernet, je vais commencer peut-être par de Monsieur Méry. Est-ce que vous voulez répondre sur le parc Chano? Oui, merci Madame la maire. Le parc Chano, c'est un équipement de notre secteur. C'est un équipement qui est géré depuis 1985 par la SAFIM. C'est un équipement qui a fait l'objet de quelques prolongations de délégations de services publics. Non, ce pas des marchés publics, ce sont des délégations de services publics. C'est un peu différent. Et je pense que c'est important pour notre secteur, et c'est même fondamental de parler de manière assez approfondie de ce parc Chano, parce qu'aujourd'hui, nous avons effectivement dû faire face, quand nous sommes arrivés, à une situation très dégradée, et je parle de manière objective, parce qu'il avait été demandé à l'ancienne majorité de prendre une nouvelle DSP sur cet équipement. C'était une demande de l'État. Et en 2018, il y avait une candidature, il y avait un appel à DSP qui a été déposé par l'ancienne majorité. Et en 2019, des candidatures ont été transmises pour une nouvelle DSP. Puis plus rien. Plus rien, vous ne trouverez pas de trace d'une nouvelle DSP parce que celle-ci a été complètement abandonnée. Moi, je ne connaissais pas les raisons puisque je n'étais pas encore élu. Par contre, quand on a été élu en 2020, j'ai eu la chance pendant 3 ans d'être président de la commission d'appel d'offres de la ville de Marseille. Et à cette occasion, j'ai pu rencontrer la direction de la répression des fraudes parce qu'ils participent à l'ensemble des CAO et à l'ensemble des commissions de délégation de services publics. Et aujourd'hui, alors que je pensais que c'était faire un point sur le travail que nous avions à mener ensemble, le seul objet de ce rendez-vous, c'était la question de la DSP du parc Chano. Parce que la direction de la répression des fraudes nous a demandé d'être particulièrement vigilants sur cette question, parce que si en 2019, la délégation de services publics ou la prolongation ou la nouvelle délégation de services publics menée par l'ancienne majorité n'était pas allée à son terme, c'était parce qu'elle ne présentait pas l'ensemble, toutes les garanties de légalité pour un tel site, qu'elle ne présentait pas toutes les garanties de transparence. Donc, comme beaucoup de choses, et vous l'avez dit, les bibliothèques, les écoles, les piscines, nous nous sommes retrouvés à devoir tout reprendre de zéro. Parce que rien n'avait été fait. Encore une fois, la délégation de services publics n'était pas allée à son terme par manque de transparence, par manque de légalité. La direction de la répression des fraudes a dit qu'il y avait plusieurs millions qui manquaient dans le budget. On ne savait pas où ils étaient passés. Bon, on a dû reprendre à zéro. Aujourd'hui, nous avions 2 solutions. Et soit nous faisions une nouvelle délégation de services publics classique, où nous confions la gestion du site à un gestionnaire lambda qui aurait été choisi avec pour mission de gérer le site du parc Chano, avec pour mission de faire quelques travaux, et non pas quelques travaux, des travaux importants, parce qu'au-delà de la gestion de la DSP, nous avons M. Kanikaf qui est président de la commission des DSP, la ville avait pour mission de contrôler la bonne exécution de cette DSP, pour mission de contrôler l'entretien du site du parc Chano, ce qui n'a jamais été exercé. C'est pour ça, aujourd'hui, et c'est objectif, c'est de notoriété publique, nous nous retrouvons avec un site tellement dégradé qu'il est impossible, il nous était impossible, de faire une DSP classique, de faire une nouvelle DSP classique. Donc, et je salue le travail qui a été mené par Mme Galli. La solution, ça a été non pas de reprendre une DSP, mais de faire un travail complet, avec l'assentiment de l'État qui nous a dit, la répression des fraudes, prenez plus de temps, mais faites quelque chose qui soit bien. Et au lieu de faire une nouvelle DSP, nous avons décidé de partir sur une complète requalification du site entière, parce qu'il n'aura échappé à personne qu'au-delà du mauvais état des bâtiments, c'est un site qui est très minéral, qui ne correspond plus à l'époque et sur lequel il faut insérer quand même de la végétation. Et avec une simple DSP classique comme ça a été fait, comme c'était envisagé par l'ancienne majorité, même si nous étions en 2018, l'idée de mettre des arbres à l'intérieur, ça n'était pas venu à l'idée. Nous prenons plus de temps pour créer un cahier des charges qui végétalise à minimum 50% le site et qui puisse être acceptable financièrement, parce que les travaux de réhabilitation qu'il y a à faire, dû au fait qu'il n'y a jamais eu de contrôle exercé par la précédente majorité sur
la conservation du site, font qu'aujourd'hui, ça prend du temps. Mais nous travaillons main dans la main avec la direction de répression des fraudes, avec l'État. Et aujourd'hui, le cahier des charges est en train d'être finalisé pour pouvoir aboutir à une nouvelle délégation de service public. Voilà, Madame la maire, pour ce sujet. Merci beaucoup. Si vous me permettez de faire une digression et de changer rapidement de sujet, parce qu'aujourd'hui, M. Pernet a fait de même sur la délibération de M. Jouve relative à la culture, parce qu'il parlait des bibliothèques qui n'étaient pas du tout le sujet. Aujourd'hui, nous sommes des habitants du 6-8 et nous n'avons pas l'occasion, nous, notre mairie, de pouvoir poser des questions au président de la région et au conseil régional parce que nos candidats sont désistés pour qu'ils puissent être élus contre le Rassemblement national. Et nous nous trouvons dans l'incapacité, des fois, de répondre, de poser des questions. Et notre secteur, le 6-8, c'est celui qui comporte la part, dans Marseille, la plus importante du littoral marseillais. Et aujourd'hui, nous sommes très inquiets, foncièrement inquiets, à la lecture du rapport de la CRC, qui indique clairement que concernant le littoral, l'intervention de la région dans l'aménagement du littoral reste encore limitée, sa ligne de conduite non clairement affirmée, malgré des enjeux identifiés. La Chambre régionale des comptes dénonce un délaissement de la protection des espaces naturels ou de la préservation du patrimoine maritime dû à une illisibilité de l'action publique. Et les milieux marins ne sont pas considérés comme un enjeu majeur, malgré les considérations de réchauffement climatique. Donc nous ne pouvons pas poser de questions directement au conseil régional, mais si vous semblez aimer ce secteur, j'espère que lors d'un prochain conseil régional, vous interpellerez le président de la région pour dire que notre secteur a besoin que ce littoral soit protégé. Et plutôt que d'accuser la Chambre régionale des comptes, il serait peut-être bon de l'écouter. Merci. Oui, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Pernet. Alors justement, les caméras, nous allons pouvoir en parler. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Pernet. Ne vous inquiétez pas. Donc, merci beaucoup, Monsieur Méry, pour ces précisions concernant le parc Chano. Et je donne la parole pour commencer à Olivier Ménétrier sur la sécurité. Oui, bonjour, Olivier Ménétrier, adjoint à la sécurité de la mairie du 6-8. Je vais donc répondre, mais enfin ça va être un peu compliqué, à Ludovic Pernet, puisqu'il pose des questions, je trouve, un petit peu hors cadre. Il y a une enquête qui est en cours, il y a des caméras qui ont été, dont les contenus ont été saisis pour essayer d'élucider cette affaire et de savoir, de mettre la main sur le malfaiteur. Effectivement, tout à l'heure, vous émeuviez du sort des précaires. On ne voit pas trop souvent sur ce sujet. Et je ne vous ai pas senti ému lors de votre question orale. Donc vous avez amputé une petite partie d'ailleurs concernant la surveillance de la synagogue, il me semble, concernant le sort des personnes qui se sont fait braquer. Donc ces personnes vont bien. Il y a une jeune femme qui est en arrêt de travail puisqu'elle a été un peu choquée. C'était la première fois, malheureusement, et j'espère la dernière, que ça lui arrivait. Et les autres ont repris le travail tout à fait normalement, sans la boule au ventre ni quoi que ce soit. Il y avait donc bien la présence de caméras de sécurité à l'intérieur du bâtiment. Et qui, j'en parlerai pas plus, on a eu une petite conversation en privé, je vous ai dit ce que j'en pensais, je vous ai donné des éléments concernant l'enquête, et je voudrais pas aller plus loin. Je vois simplement que depuis 2020, donc là maintenant on était en 2023, j'ai pas encore les chiffres exacts, il y a eu 23 postes de consultation de ces fameuses caméras qui vous agitent tant pour les policiers nationaux. Ça n'était pas fait avant, puisqu'avant, ils étaient obligés de se déplacer. Ne dites pas non. Dites oui, ne dites pas non. Avant, ils étaient obligés de se déplacer jusqu'au CESU. Là, maintenant, ils peuvent donc les consulter directement. D'accord, ces fameuses caméras. On en avait environ 1600. S'il vous plaît. Mais on en avait environ... On en avait environ 1600 en 2023, environ 1600, je ne vous répondrai pas sur le 6-8, on en avait environ, mais je vous répondrai sur le reste, c'est-à-dire que la vraie question, c'est de savoir combien il y en a, est-ce qu'elles sont utilisées et par qui. Donc il y en avait 1600 en 2023 sur le secteur,
de la ville de Marseille. Il y en a 500 supplémentaires qui vont être rajoutés donc, à ces 1600 concernant donc, la ville de Marseille aussi. Ce qu'il faut savoir, ce que vous appelez le moratoire, parce que bon, c'est un gros mot qui veut dire tout et n'importe quoi, c'était juste de savoir combien ça coûtait, à qui ça le coûtait, et est-ce qu'elles étaient bien installées, est-ce qu'elles étaient installées vraiment là où la sécurité publique le souhaitait, et non pas où certaines personnes le souhaitaient à des fins électoralistes. Donc je crois que, moi ce que je vois, c'est que vous posez des questions avec des intentions extrêmement troubles. D'accord ? Le fond de votre intention est extrêmement trouble. Votre intention est très claire. C'est le syndrome du en même temps. Ça vous arrive peut-être dans 2 ans encore. Et ce que je vois aussi, c'est que, en fait, le fond, vous voyez, et la forme, votre fond, il n'est pas bon. La forme est encore moins belle. Et, comme disait Dali, le fond, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Ben voilà, là, on vous voit dans votre exercice. On vous a vu tout à l'heure concernant les précaires, qui vous animent beaucoup. On vous voit aujourd'hui concernant les gens qui se font braquer dans les supérettes, sans vous être ni inquiété de quoi que ce soit, sans être passé là-bas, ni avoir passé un coup de fil pour savoir si ces gens allaient bien. Je les ai eu au téléphone encore il n'y a pas longtemps. Donc bon, voilà. Je crois qu'on peut clore le débat concernant comment dire. Je ne qualifierais pas, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Ménétrier. Non, juste, je voudrais ajouter un petit complément, de réponse, parce que je ne voudrais pas qu'on puisse ici, Monsieur Pernet, tenter de caricaturer des choses qui sont un petit peu trop sérieuses pour pouvoir l'être. Je ne pense pas qu'on puisse ici imaginer, laisser penser qu'il y aurait des gens dans cette Assemblée qui s'intéresseraient à la sécurité et d'autres qui ne s'y intéresseraient pas. Vous nous posez des questions sur la vidéosurveillance en laissant entendre que notre majorité ne s'intéresse pas à cette question, qu'elle la botterait en touche et qu'elle n'agirait pas dans ce domaine. Alors c'est M. Pernet, sans connaître l'ordre du jour du conseil municipal de vendredi, qui va présenter au vote. Alors ne vous inquiétez pas, écoutez-moi, c'est moi qui réponds là pour l'instant. C'est moi qui m'exprime, merci beaucoup M. Pernet. Qui va présenter donc au vote de l'Assemblée vendredi prochain un grand plan d'investissement cofinancé avec l'État pour augmenter effectivement d'ici la fin du mandat le nombre de caméras de vidéosurveillance sur la ville de Marseille de 500 caméras. Donc ne vous inquiétez pas, ce sujet est absolument traité. Il est traité parce qu'il a fallu effectivement, comme le rappelait M. Ménétrier, et je pense que c'est très important, commencer par réaliser un audit de l'ensemble de la manière dont ces vidéosurveillances pouvaient s'exercer. Et c'est étonnant parce qu'il nous est apparu pendant cet audit qu'il y avait beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses très surprenantes dans la manière dont étaient installées les caméras à Marseille. Donc, j'ai une excellente nouvelle pour vous, Monsieur Pernet. Rassurez-vous, la ville de Marseille investit absolument sur cette question de la vidéosurveillance en centrant ses efforts sur la possibilité d'une tranquillité publique, c'est-à-dire en installant des caméras de vidéosurveillance là où elles sont le plus utiles, c'est-à-dire sur les placettes, devant les écoles, dans les parcs et jardins, etc., etc. Et donc je pense qu'en réalité, la plus grande différence entre vous et nous, ce n'est pas qu'il y aurait certains qui s'intéresseraient à la sécurité et d'autres pas, mais c'est le fait que de notre côté, nous souhaitions et nous mettions en place un dispositif rationnel et cohérent de vidéosurveillance à Marseille. Et j'ai une encore meilleure nouvelle. Et là, effectivement, il s'agira probablement d'une capacité pour les habitants de la ville de Marseille d'être rassurés, c'est que désormais, ce ne sont plus les élus qui choisissent les emplacements des caméras là où ça leur paraît utile, mais ce sont les forces de police municipales et nationales. Et nous remercions pour cela à la fois Yannick Ouanessian, très engagé sur cette question, et le maire de Marseille qui porte tous ces efforts. Je vous remercie beaucoup pour ce... Il n'y a pas de débat sur ces questions orales. Non, mais je vous remercie, Madame Pila. Merci beaucoup. Vous avez... Merci. Gardez-en sous le pied. Merci beaucoup à tous. Alors, attendez. Ne vous inquiétez pas, Madame Pila. Gardez-en sous le pied. Nous avons... Merci, Monsieur Ménétrier. Merci beaucoup. Merci. Personne ne refuse de caméra. Gardez-en sous le pied. Nous avons cette semaine, une semaine très chargée, avec un je ne vous tutoie pas. Vous prenez vos désirs
pour des réalités qui n'existent pas encore. Donc, je vous disais que nous avons une semaine chargée avec un conseil métropolitain, un conseil municipal. Nous pourrons continuer ces échanges. Avant de conclure, vous donner quelques points de rendez-vous que je vous invite à noter sur des sujets qui vous intéresseront. La nuit de la solidarité, dès demain, qui pourra œuvrer dans tout Marseille. Je vais vous parler également des commémorations qui se tiennent habituellement, évidemment, le 8 mai, et vous informer qu'exceptionnellement, elles se tiendront le 7 mai, puisque l'actualité du 8 mai est très chargée à Marseille avec l'arrivée de la flamme. Donc le planning de l'organisation de ces commémorations est en cours d'élaboration. Nous vous tiendrons évidemment informés. Et vous indiquer que le prochain conseil d'arrondissement se tiendra le mardi 25 juin prochain. Je vous remercie beaucoup à toutes et tous de votre participation ce soir et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.